Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Daniel Rennes. Ça me fait plaisir parce que il fait un métier que moi j'ai fait effectivement pendant 10 ans, le métier de disque jockey, animateur. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe, vraiment ravi de cette petite émission que tu as organisée et ça me fait plaisir que tu m'aies invité. Alors, peux-tu nous présenter ton parcours, Daniel ? Alors voilà, moi j'ai débuté le métier dans les années 75. Mon père était musicien et est né la disco mobile dans les années 1975. Et ouais, je suis pas tout jeune, j'ai 62 ans ce jour. Et j'ai vraiment appris le métier sur le tas et un petit peu dans les débuts du métier de la disco mobile. Et après, j'ai fait beaucoup de fêtes foraines parce que mon père faisait beaucoup de fêtes foraines. Et ensuite, je me suis un petit peu spécialisé dans les clubs discothèques et j'ai suivi mon parcours en traversant toute la France et j'exerce toujours cette activité avec passion. Alors, tu avais monté les éditions Daniel Rennes. Moi, je t'ai connu effectivement par le magazine Sono Magazine, le magazine de référence des disques jockeys et de ceux qui étaient effectivement des fans du son à l'époque. Donc, tu avais monté les éditions Daniel Rennes, mais ensuite, tu avais monté effectivement Animix, qui était une école au métier du disque jockey. Exactement. Alors, étant vraiment impliqué dans ce métier, parce que j'ai connu un petit peu le début de ce métier, comme je le disais auparavant, j'ai voulu absolument me faire les ongles, comme on peut dire, c'est-à-dire acquérir une bonne expérience, même si on apprend tous les jours, même si ça fait des années que je fais ce métier, j'en apprends encore tous les jours. Mais c'est un métier de passion, parce qu'on est un petit peu des marchands de bonne humeur, des marchands on va dire, voilà, on est des créateurs d'ambiance, des créateurs de fêtes. Et lorsque j'ai vu que le métier de DJ prenait quand même une proportion énorme, j'ai travaillé au Macumba de Genève, enfin il est à Saint-Julien-en-Genevois, et avec un de mes collègues, Richard, on a eu l'idée de créer une école qui s'appelait Animix. Alors Animix, c'était animation et mix technique. Donc lui s'occupait de la partie technique, moi de la partie animation. On était agréé d'État et on recevait des DJ. On était l'une des premières écoles. Bon, il y avait Yannick Chevalier bien sûr, il y avait Alain Titon qui étaient des écoles de DJ bien en place. Mais Animix, on s'est un petit peu détaché du concept pour créer une valeur ajoutée avec un travail plus sur le terrain. Voilà. Et Animix, on l'a créé en 1991 jusqu'en 95. Et derrière ça, j'ai créé l'édition Daniel Rennes où là, je proposais du moins, délivrer le répertoire des tubes, le guide des jeux. Et on m'en demande toujours d'ailleurs, hein, c'est un truc de fou. Et après, je me suis mis dans les DVD, enfin dans les cassettes VHS d'abord, DVD, et je faisais de la formation, mais en ligne, quoi, par correspondance. D'accord. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait aussi des championnats de disque jockey. Est-ce que tu as participé, toi, en tant que disque jockey généraliste, à des championnats de DJ ? Non, pas du tout. Alors c'est vrai que c'était à la grande mode dans les années 80. J'ai souvent été jury une ou deux fois, mais moi je n'ai jamais voulu parce que je pars d'un principe, c'est que ça dénature un petit peu le métier. Le métier de disque jockey, et comme je disais auparavant, c'est un métier on est des créateurs de fêtes, on doit amuser les gens, mais dès que ça rentre dans un esprit de concours, je vois pas l'intérêt. Parce que tous les jours, à chaque fois qu'on débute une soirée, pour moi c'est une compétition avec mes nouveaux clients et mon patron, celui qui m'engage. Donc le principe du concours, pour moi, c'est un petit peu dénaturé le métier. Mais pourtant, j'ai souvent été jury dans les années 80 avec Phil Organisation. Je l'ai fait une ou deux fois, mais j'ai jamais participé à des concours. Et ceux qui l'ont fait, ils ont tout mon respect. Sauf que moi, c'était incohérent avec ma vision du métier. Voilà. Alors, on va analyser un petit peu le métier de disque jockey parce que ce métier-là, il a bien évolué avec les années. Les généralistes, ce qu'on appelait les tauliers les exploitants de discothèques d'avant, effectivement, ont disparu aussi parce qu'eux aussi ont avancé dans l'âge. Ça a été des nouveaux exploitants qui se sont mis à la place. Donc, le métier de disque jockey a évolué. On est passé effectivement maintenant à des DJ qui font beaucoup de rave party. On a des remixeurs. On a plein de choses dans le métier de disque jockey. Et avant, on était sur des platines, c'est-à-dire qu'on mixait sur des platines, les SL1200 MK2, les fameuses Technics, et maintenant on est sur des CD, voire des ordinateurs. Voire des contrôleurs surtout. Et voilà, c'est contrôleur via ordinateur. Alors moi, je vais peut-être faire rire ceux
certains auditeurs, c'est que moi je travaille vraiment à l'ancienne. Déjà, j'ai regretté mes vinyles. C'est vrai que parce que moi je me suis spécialisé là dans les soirées privées, les soirées familiales où j'anime des soirées de mariage, des fêtes d'entreprise. Voilà, je fais pas des bals publics, je fais que des soirées privées. Donc je transporte du matériel et puis transporter les disques, il en faut une multitude si on doit continuer à travailler au vinyle et je trouve que c'est bien parce que ça revient bien le vinyle, hein. Sauf que faire une soirée de A à Z jusqu'à 5 heures du matin, en vinyle, on est assez limité quand même. On n'est pas, on a beaucoup plus de choses avec le numérique. Alors, moi, je suis plus de la génération, enfin, je suis resté généraliste. Après, il y en a qui se sont spécialisés dans la techno, dans la rave, dans ce que l'on veut, dans des choses bien spécifiques, dans l'électro, ce qui est très bien. Mais c'est deux choses différentes, l'électro et les généralistes. Mais par contre, c'est vrai que le métier s'est un petit peu démultiplié. On s'est spécialisé dans différentes choses, quoi. Mais moi, je suis resté un pur généraliste et je fais ce que je sais faire. Et lorsque je demande pour des choses où je me sens pas à l'aise, c'est-à-dire un public jeune, on me demande de faire une soirée de 18 ans, 20 ans et mettre beaucoup d'électro, je suis pas à l'aise. Je préfère je préfère rester dans mon domaine. Mais effectivement, le vinyle était pour moi considéré comme un instrument de musique. Attention, hein, je dis bien qu'un DJ n'est pas un musicien. Un DJ ne joue pas. Et lorsque j'entends des grandes pointures connues, je pourrais pas les nommer, qui disent que un DJ joue, faux. Un DJ ne joue pas. Un DJ, il mixe, c'est un créateur d'ambiance, mais il ne joue pas. Seul le musicien joue de la musique. Un DJ ne joue pas. Mais une table de mixage n'est pas un instrument de musique. Alors qu'on peut faire croire, ça c'est ce que je reproche un petit peu à cette mise en scène actuelle depuis 15 bonnes années, on va dire, où les DJ ils font genre pour se donner une contenance, on fait mumuse avec les potards sont brûlants, on lève bien les coudes pour bien montrer qu'on est en train de faire un travail de précision, alors que tout ça c'est que du vent. Et c'est ce que je reproche un petit peu, c'est qu'avant c'était authentique. Le DJ était animateur, il s'occupait des jeux de lumière, il s'occupait de ses clients. Tandis que là maintenant le DJ plus électro, il regarde sa table de mixage, il regarde ce qu'il fait, et il est limité à ça, et surtout, il espère qu'on le regarde en train de faire des mix, en sachant que les 3/4 de ce qu'il fait, dans la gestuelle, c'est complètement c'est du vent. Et je suis désolé d'insister là-dessus, et c'est ce que je reproche un petit peu à cette génération de DJ qui s'octroie le droit d'être musicien alors qu'ils le sont pas. Alors c'est vrai qu'un DJ généraliste, moi je me rappelle encore effectivement de mes souvenirs en tant que DJ, le soir on partait à la pêche, c'est-à-dire que quelque part on ne savait jamais sur quoi le public allait réagir pour effectivement rentrer sur la piste de danse. Moi je me souviens effectivement avoir mis des lambadas par exemple où ça partait tout de suite, ou des musiques brésiliennes, ou pourquoi pas effectivement du funk, tu vois, en fait c'était un peu magique parce que quelque part on ne savait jamais ce qui allait se passer, quoi. Mais bravo, bien sûr, de m'avoir mis justement, de m'avoir proposé ce sujet-là. C'est qu'effectivement, le DJ, c'était un petit peu, on va dire entre guillemets, le musicien 2.0. Après que les orchestres, parce qu'avant tout, c'était les orchestres qui faisaient danser les gens, l'orchestre de variété, ça s'est planté dans les années 70. Après, il y a eu les disques mobiles. Moi j'ai connu les tout débuts. C'était pas très très bien vu. Et pas simplement le disque jockey de l'époque, effectivement, mettait à l'influx. C'est la piste qui décidait. C'est lui qui devait diriger sa piste. Je travaille toujours dans cette même discipline. C'est que moi je ne sais jamais de musique avant ce que je vais mettre. Jamais. Et je n'aime pas. Et lorsque je rencontre des clients qui me disent parfois bonjour tatati, vous avez une playlist, vous avez quoi, une playlist? Ah non, j'ai pas de playlist. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça serait possible que vous puissiez me mettre ça, mais avec plaisir. Et c'est à moi de trouver le moment opportun pour lui mettre cette musique, parce que c'est une soirée de famille. Les gens ont le droit aussi de donner leur avis, surtout
actuellement. Moi, je trouve que c'est bien que non, c'est pas eux de gérer la soirée, c'est à moi de le faire, mais simplement toute suggestion est la bienvenue. J'en ai pas 36 000, mais c'est à moi de le mettre. C'est pas le client qui me dit vous pouvez me mettre ça juste après. Ah non, c'est moi quelque part qui suis un petit peu le coordinateur, qui suis un petit peu le responsable de l'animation, et c'est moi qui trouverai le moment opportun pour pouvoir mettre sa musique. Donc c'est pour ça que c'est très bien Philippe d'avoir insisté sur ce sujet, c'est qu'effectivement le DJ à l'ancienne, eh bien quand j'y à l'ancienne, eh bien c'est qu'il y allait sur la piste, à l'influx, au flair. Moi il m'arrive parfois de mettre une musique parce que je travaille toujours au CD, hein. Je travaille rarement à l'informatique, mais je travaille énormément au CD. Bah ouais, mais chacun ses instruments, hein. C'est un instrument le CD, hein. Mais c'est un outil on va dire. Mais je travaille toujours avec ça et j'aime bien ce qui me faut du palpable. Moi j'adore le CD, j'adore mettre le CD dans un tiroir, le caler, faire mon mix, préparer mon mix à l'oreille, j'adore ça. Parce que je travaille comme ça à l'ancienne. Et c'est ce que je reproche donc à l'heure actuelle, c'est qu'on part sur des playlists, des suites logiques. Il y en a qui achètent même des playlists pendant 30 minutes, ça s'enchaîne automatiquement et en fait on fait de la figuration. Donc voilà, c'est un peu comme tout domaine, hein, dans la nourriture, dans la restauration, tout est automatisé et c'est un petit peu dommage. Ouais, moi je me souviens d'un de mes patrons qui me disait, pour rebondir sur ce que tu étais en train de nous expliquer, Daniel, qu'il fallait sentir la piste, donc il fallait être au feeling. Et c'était un peu, il me disait, c'est un peu comme quand on est dans une rencontre avec une jeune fille. En fait, il faut ressentir ce qui se passe sur la piste et comment le public va réagir par rapport à ce qu'on a calé ensuite, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Faut y aller au feeling. C'est la piste qui va qui va décider ce que l'on va mettre. Si on met tel titre, eh bien théoriquement on sait très bien que celui-ci va passer après. Ou parfois je mets tel titre, ça danse mais c'est pas électrique. Allez, je vais changer, je vais faire une transition sur autre chose et voilà. Combien de fois il m'est arrivé parfois de préparer un CD, c'est ce que je voulais dire il y a 2 minutes mais j'ai complètement oublié, j'avais perdu un petit peu le fil. Je dis combien de fois c'est arrivé où je me dis tiens, j'ai préparé telle musique et 30 secondes avant de l'envoyer, j'ai eu une meilleure idée. Et là, qu'est-ce que je fais? J'enlève, heureusement j'ai une 3e platine, je prépare la musique que je me dis là c'est encore mieux. Parce que on peut pas caler une musique au début de l'autre, c'est-à-dire que moi j'aime bien mettre un titre, je regarde la réaction du public, s'il y a de l'entrain, si c'est les mêmes, s'il y en a qui sont partis, s'il y en a qui sont revenus. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ce que je dis, mais je regarde l'électricité de la piste. Si je vois que ça bouge avec de l'entrain, parfois il arrive qu'à la fin de ce morceau-là, c'est en train de s'effriter ou c'est en train de là je vais changer. C'est la raison pour laquelle il est très important de regarder sa piste de danse et d'y aller au flair. Seul le pif, comme on dit. Le patron disait le pif, regarde ta piste. C'est ta piste qui fait ta programmation musicale. Et puis ce qui définissait les généralistes, les DJ généralistes, c'est que quelque part ils créaient du spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait l'indicatif de début de soirée, il y avait souvent effectivement un déguisement, il y avait également des sirènes, il y avait tout un tas de spectacles autour effectivement du disque jockey avant que la soirée commence. C'est-à-dire qu'ils faisaient monter les choses crescendo. C'était un véritable chef d'orchestre le disque jockey généraliste de l'époque. Exactement. Alors là, on va reprendre un petit peu le DJ, mais moi, c'est marrant ce que tu me dis, Philippe, parce que j'ai regardé un petit peu cette image et des gens aiment ça, même des jeunes aiment ça. Alors, effectivement, ce qui a changé, je suis plus le DJ où je parle avec la chambre d'écho, eh bien, et en zozotant, parce que le DJ des années 80, il parlait en zozotant, et bonjour et salut, j'espère que vous allez bien. Je veux dire, quand on en rigole maintenant, mais c'était une grande mode dans les années 80, et le DJ de l'époque, était quelque part, mettait en avant son savoir-faire. Alors il y en a qui savaient chanter, il y en a qui savaient danser, il y en a qui savaient se déguiser. Moi, où je sais à la frontière suisse, j'en connais un, il vient avec une garde-robe, il y a 10 déguisements. Enfin, c'est pas du déguisement, c'est des costumes qui changent, etc. Il y en a qui distribuent des accessoires, je sais pas, à tel moment. Il y en a qui font des jeux dansants. J'en connais un qui distribue des sabots en bois pour faire danser les gens. Alors en fait,
Ça dure 30 minutes son petit show. Mais en fait, voilà, la valeur ajoutée du DJ de l'époque, c'était pas que de mettre des disques et tourner des coudes avec les potards brûlants pour se donner une contenance, c'était d'être proche du public. Parce que le patron de boîte, là on va parler boîte de nuit, le patron de boîte, on va pas parler de soirée de mariage et autres, là je donne l'exemple de patron de boîte, le patron de boîte il voulait que ça consomme, il voulait que les gens s'amusent et que les gens reviennent. Mais il fallait aussi penser à renouveler la boîte. Une clientèle qui était toujours la même, c'était jamais bon. Il fallait toujours qu'elle se renouvelle. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait parfois changer souvent de DJ. Les DJ, parfois, ils restaient 6 mois, 1 an. Moi, j'ai travaillé au Macumba de Genève, c'était 6 mois. Ils partaient d'un principe, c'est qu'au-delà de 6 mois, le DJ va s'ennuyer et les clients vont s'ennuyer. Bon, moi, j'ai peut-être fait l'exception, je peux rester 2 ans là-bas. Il y en a qui sont restés 10 ans. Hein. Mais il faut donc l'obsession d'un patron d'un club de discothèque, c'est les clients. Et c'est pour ça que j'ai appris moi le métier en regardant mes clients. J'ai fait une soirée avant-hier soir, on n'était que 30, les 3 quarts ont dansé, et là c'est un autre travail parce qu'il faut savoir ce qu'ils aiment. Faut essayer faut aller un petit peu à la pêche, et c'est très intéressant. Et j'adore cette stratégie parce que ça me rappelle les débuts du métier, d'être les yeux sur la piste de danse. Donc, le DJ, effectivement, de l'époque, c'était d'apporter une valeur ajoutée avec ces petits spectacles. Ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être un côté artistique. Hein. J'ai connu, lors des années 80-90, quand j'étais jury avec Free l'organisation, je l'ai fait que 3 fois au Cap d'Agde, à l'île des Loisirs, où il y a plein de discothèques. Et il y en avait un qui s'appelait Eric Tonic, c'est quelqu'un qui m'a marqué, parce qu'il montait sur sa cabine, il faisait un show. Chose que moi, je ne saurais pas faire, mais faut faire ce qu'on sait faire. Voilà. Et il y en a qui se sont improvisés pour dire, oh, c'est bien, alors je vais faire pareil. Puis en fait, c'était nul. Faut savoir, c'est comme raconter une blague. On les connaît tous. Faut savoir les raconter, faut savoir les interpréter. Donc voilà, faut faire ce qu'on sait faire. Ouais, le disque jockey était un homme de scène, c'est clair. Et puis alors, tu parlais des patrons. Les patrons connaissaient bien leur métier, c'est-à-dire que quelque part, ils savaient effectivement ce qui se passait dans leur boîte. Ils ressentaient également leur boîte. Ils connaissaient les clients, ils discutaient avec eux, ils avaient le retour, ils avaient le feedback. Et en même temps, le patron, c'était une équipe. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait le videur. Non, il y avait les videurs, maintenant qu'on appelle les physionomistes, mais il y avait les videurs, il y avait le barman ou les barmaids, il y avait le serveur, il y avait le disque jockey. C'était un tout, quoi. C'était une équipe, une force. C'était une équipe, une force, et c'était très important. C'était très judicieux parce que chacun avait un rôle. C'était très stratégique. Alors effectivement, comme tu dis, il y avait le physionomiste et le videur. Le physionomiste, c'est celui qui accueille. Vestiaire. Tout le monde avait un rôle. Moi, dans tous les clubs où j'ai travaillé dans des petits clubs et dans des gros clubs, il y a toujours eu un briefing. Il y a chacun son rôle. Le patron, ce qui est très important pour lui, c'est que ses clients soient contents et surtout, qu'on fasse du chiffre. Il y a 2 catégories dans les clients. Il y a celui qui ne danse jamais, qui boit des coups, qui est au comptoir et qui regarde les jeunes s'amuser, qui mate les filles ou je sais pas, mais il aime ça, mais il danse jamais. Et ce client-là, il est souvent avec le patron. Il est toujours au comptoir, où il a une table, mais en général, c'est le rôle du patron d'être proche de ces gens-là, ou le serveur de salle. Bref, faut qu'il y ait un fil avec ces gens-là. Et après, il y a ce qu'on appelle je vais pas dire le meuble, mais les jeunes, ceux qui vont danser, qui eux sont pas spécialement consommateurs, mais qui donnent de la vie sur la piste de danse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne dansent pas en boîte. Attention, il y en a qui viennent aussi danser uniquement le slow. Parce que les slows, à l'époque, ça se mettait toutes les heures et demie. Parce que tu sais pourquoi, Philippe, il fallait mettre des slows toutes les heures et demie? Ah, vas-y. Je te pose la question. Dis-le-moi, parce que moi, je sais qu'effectivement, on en mettait souvent, mais moi, souvent, on en mettait effectivement assez souvent, et on repartait après avec du reggae ou quelque chose, effectivement, qui était un petit peu cool, quoi. On partait crescendo, effectivement. C'était toujours une série reggae après les slow, mais jamais t'envoyer un truc brutal après les slow. Fallait y aller cool, quoi. Et pourquoi toutes les heures et demie? C'est tout simplement qu'il fallait que ça consomme. C'est-à-dire que la discothèque à la base,
c'était ni plus ni moins le club de rencontre. C'était pas une bibliothèque, c'était un club de rencontre. Les discothèques c'était un lieu de rencontre. Donc les slows, c'était idéal pour faire des rencontres. T'as des gens qui ne dansent jamais, ils y vont uniquement pour les slows. Et c'est un énorme regret de savoir que les slows ont complètement été supprimés. Et pourtant, moi j'ai des enfants de 20 ans, ça serait les premiers à aller danser le slow parce qu'ils trouvent ça génial, c'est tactile, c'est sympa. Donc c'est important, c'est parce que à la base une discothèque est faite pour se rencontrer. Donc les slows, c'était l'idéal. Même moi qui ne danse jamais, même le slow, je le fais par sympathie mais je n'éprouve en aucun cas le besoin de danser. Mais il y a des clients qui viennent qui ne danseront jamais, mais uniquement le slow. Donc le slow 1 a été fait pour que les gens viennent parce qu'ils savaient très bien qu'on allait faire des rencontres, et pour le patron, c'était le moment où ça consommait le plus. Parce qu'on invite quelqu'un, on danse, on fait une petite pêche, on a accroché à quelqu'un, et à l'époque les hommes étaient très gentlemen. Je vous invite à boire un verre. Et à la fin des slows, on mettait toujours 3 slows, et à la fin du 3e slow, mais c'était la cohue au bar. Donc voilà, c'était pour que les gens se rencontrent, et deuxièmement, c'était pour faire consommer. Ouais, la série tendre et sentimentale, comme on l'appelait à l'époque. Moi, ça me permettait en plus d'aller draguer un petit peu les filles qui me plaisaient. Donc, je mettais les slows, et puis pendant que je mettais les slows, je mettais une personne en cabine, et ça me permettait d'aller danser avec les filles qui me plaisaient. Aussi. Exactement, c'était ça. Alors ça, on l'a tous fait. On avait toujours le petit jeune sympa qui était à la cabine. On le formait un petit peu à faire des jeux de lumière, et lui il se tapait les slows. Mais attention, il fallait que ça soit bien enchaîné quand même. Mais et puis aussi, ça faisait une transition musicale. C'est comme si c'était point à la ligne. On va passer sur autre chose. Donc moi, je trouve que le slow, j'en mets lors de mes soirées privées, parce que là depuis 95, je me suis spécialisé en soirée privée, et je mets toujours des slows. Et ça danse beaucoup moins, parce que c'est pas comme la discothèque. La discothèque, on est pour danser le slow. Mais en soirée de mariage, il y en a qui vont le faire, mais tu mets un slow, peut-être 2, mais je fais qu'une série dans ma soirée. J'en fais pas toutes les heures et demie, quoi. Mais le slow, ça faisait partie de la programmation musicale, et c'était hyper important. Je dirais même que c'est le plus important. Et puis alors, comment ne pas parler effectivement du fan club des disques jockeys, Daniel, parce que on avait tous un fan club. On avait effectivement les filles qui venaient, qui nous offraient un verre la plupart du temps parce qu'elles savaient qu'on allait leur passer un disque qu'elles attendaient, voire même effectivement les hommes qui voulaient demander un disque. Alors ça pouvait être un disque dans la série des slows justement, ou un autre disque, mais on avait des verres. Et moi je me souviens d'une petite anecdote, c'est que j'avais un barman qui était dans la confidence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'offrait un verre, la plupart du temps, si tu prenais pas un verre d'alcool, les clients faisaient un peu la gueule, et on savait, nous, qu'en tant que disque jockey, on était là pour bosser et non pas pour s'enivrer. Donc j'avais un barman qui était super, et il mettait effectivement en fait à la queue leu les verres, et au fur et à mesure il les jetait dans l'évier. Je devrais pas dire ça, mais quelque part effectivement il avait trouvé la technique, et mon patron me disait avec toi au moins c'est bien, parce qu'on sait d'une certaine manière que tu bois pas d'alcool, et c'est vrai, je ne buvais pas d'alcool, donc les clients m'offraient des verres, ça faisait rentrer de l'argent dans la boîte, mais au moins d'une certaine manière, moi j'étais jamais ivre. Exactement, mais c'est vrai qu'on a aussi un rôle de commerçant. On n'est pas que DJ à mettre des disques, à regarder nos petits potards. Faut être près du public. Lorsque je travaillais en club discothèque, là, parce que faut pas tout mélanger, c'était très familial. Tout le monde se connaît, on se serre la main. Salut Daniel, tu vas bien? Ouais, machin, etc. Super, samedi dernier, c'était génial. Mais c'était une famille. Alors ceux qui nous payaient un verre, il fallait toujours les accepter, pas obligé de les boire. Alors il m'arrivait parfois, je me laissais tenter, mais jusqu'au jour où j'ai dû arrêter, parce que on est dans un domaine festif, les gens s'amusent, c'est très valorisant comme métier.
rends compte que on vient un petit peu les déconnecter de leur vie, de la semaine. Ils se sont fait beaux à l'époque, hein, ils se sont fait beaux. Putain, ça pue le parfum parce qu'on a envie de trouver une petite chérie. Et puis moi, je suis complice avec 2-3 copains qui sont célibataires parce qu'ils ont accroché sur la belle brune qu'ils ont vue samedi dernier. Et je suis aussi pas ordinateur, je suis aussi pas agence de matrimoniale, mais presque, quoi. On doit avoir tous ces rôles-là. Et on doit être sympa. Et tu sais, d'être sympa avec ses clients. Déjà, moi, je suis sympa de nature, à part avec les chieurs, mais sinon, je suis quelqu'un comme tout le monde. Mais c'est déjà charmer son interlocuteur d'être gentil. Même si t'as pas fait je sais pas, admettons, t'as pas mis sa musique préférée, mais à partir du moment où t'as été très sympa, t'es vite pardonné. T'es crédible. Donc, il fallait être sympa, fallait accepter les verres, fallait faire la bise aux filles. Même si j'avais ma fiancée qui venait à la boîte, je lui dis attention, sois pas jalouse, parce que sache une chose, c'est que j'ai plein de copines et plein de copains. Et moi, j'étais un bisou, hein. Je suis très tactile, donc voilà, c'était bisous, chahut, machin, etc. Mais c'était du commercial, voilà. Mais effectivement, c'est génial parce que les filles sont belles, les garçons sont beaux, les gens sont sympas, ils sont souriants, ils sont heureux, et pour draguer une fille, c'est vrai qu'en tant que DJ, c'était relativement facile, hein. Parce que c'est valorisant. Le DJ m'a dit bonjour. Les DJ m'a dit tiens, cette musique spécialement dédiée pour Laetitia. Le fait d'avoir annoncé Laetitia au micro, ça y est, putain, elle était presque amoureuse, quoi. Donc ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie de notre métier. N'était pas que celui de limiter à mettre des disques. Fallait tout ça aussi. Ouais, tout à fait. Connaître les habitués, oui. Celui qui était le DJ avait beaucoup de charisme, hein, et le charisme passait par la voix aussi. Moi, je sais que les filles craquaient aussi par rapport à la voix. Dès qu'elles entendaient la voix, il suffisait qu'elles soient au bout de la boîte, elles entendaient la voix, elles revenaient sur la piste. Hein. Ah, mais c'est sûr. Il fallait avoir une voix, ce qu'on appelle une voix radiophonique, une voix chaude, une voix sympathique, assez charmeur. La voix dans les années 80-90, même en ce moment, hein, ça faut pas croire que c'est pas le DJ électro qui prend même si beaucoup s'inspirent de la nouvelle génération des DJ, pour pas le nommer, de Guetta ou de Bob Sinclair, qui sont très bien, putain, qui ont un parcours extraordinaire, mais sauf que beaucoup s'inspirent de ce profil-là. Le DJ, moi je vois, va demander à n'importe qui, à un ami, Philippe, il dit tiens, imite-moi la gestuelle d'un DJ. Eh ben ils vont tous faire la même chose. Ils vont lever l'épaule comme s'ils tenaient un casque, et puis ils vont tordre des coudes comme s'ils faisaient muse avec les potards. Tu vas demander à un copain, tiens, imite-moi, fais la gestuelle d'un guitariste. Ben, on va tirer une guitare, puis on va secouer de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et ben là, à l'heure actuelle, quand on veut imiter un DJ, on va pas prendre un micro et faire salut. Dans les années 80, un DJ c'était plus micro. Mais là, à l'heure actuelle, on va lever le coude comme si on tenait un truc avec l'épaule dans l'oreille, et puis on va tordre des coudes, voilà. Et ça va représenter le DJ. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est du vivant. Tout à fait. Pour moi, ça, c'est du... Alors, on va déborder un petit peu parce qu'on est à 28 minutes, mais j'ai encore 2 questions à te poser qui me semblent hyper importantes. Dans les clubs et les discothèques, il y avait aussi quelque chose qui était un personnage qui était à part, c'était la lumière, c'était les lights. Et on ne peut pas parler effectivement du métier de disc jockey sans parler effectivement des éclairages, quoi. On est obligé, et effectivement, ça va de soi. C'est ce qui va donner le rythme visuel. Il fallait que ça soit synchro. Par exemple, j'ai travaillé au Macumba. La formation pour maîtriser tous les jeux de lumière, ça a été 2 mois. Mais c'est un truc de fou. Mais attention, hein, c'est que quand on faisait un show lumière, ou même, fallait que tout soit varié. Fallait pas que ça tourne dans le même sens pendant 2 minutes. La lumière, c'est un très bon sujet, Philippe, ce que tu viens d'évoquer, c'est que la lumière faisait partie du complément de ce que l'on faisait. Fallait surtout pas que ça soit sous-estimé. Les jeux de lumière, c'était obligatoire. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Hein.
Ouais, tout à fait. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait des araignées, on avait des stromboscopes, on avait ordre sur les stromboscopes de ne pas les mettre sur une certaine durée parce qu'effectivement, ça pouvait créer des crises d'épilepsie. Je me rappelle de ça, moi. Oui, oui, effectivement. Bon, parfois, normalement, c'était 1 minute. Mais combien de fois ça m'est arrivé de les oublier pendant 10 minutes, hein. Mais effectivement, c'est pas bon. Après, il y a des gens sensibles, des gens moins sensibles, mais c'est vrai que sur le système nerveux, c'est absolument dangereux. Mais ça se fait plus trop, les strobos, hein. Ouais, C'est ouais. fini, ça. Et toi, Voilà. quand tu fais tes animations maintenant au niveau lumière, qu'est-ce que tu utilises? Alors des gobos, Ah ouais, alors moi, je suis très minimaliste. Moi, j'ai une belle cabine parce que je pense qu'il faut avoir de l'esthétique. Les câbles sont bien fixés, il faut respecter les normes de sécurité. Et en jeu de lumière, je suis très, très minimaliste. C'est jeu de lumière de piste de danse. Il y en a qui ont des lyres sur des totems, c'est très, très beau. Mais il y en a qui ont du super matos, il leur faut un fourgon complet. Moi, j'ai un véhicule, un grand véhicule long qui me permet de mettre tout mon matos, mais je suis très minimaliste. Voilà, un système à LED. Et honnêtement, je suis très feignant au niveau des jeux de lumière, mais mes clients s'amusent, qu'ils soient 30 comme il y a 2 jours, et ce soir je fais une prestation, ils sont 150. Je sais d'avance qu'ils vont s'amuser, mais les jeux de lumière, faut jamais sous-estimer. Et moi, je suis pas du tout un exemple, Philippe, parce que j'ai vraiment un minimum au niveau des jeux de lumière. D'accord. Alors maintenant, on va faire effectivement des questions très rapides avec des réponses très rapides. Et je terminerai par Oui. la question du marqueur. Alors, comment tu te projettes dans un an, Daniel, en tant que disque jockey? Alors, j'ai 62 ans à l'heure actuelle. Je fais ce métier donc depuis calcul, hein, ça fait 40 et quelques années. J'ai eu il y a 2 ans une envie d'arrêter et là, ben, j'ai repris, mais vraiment une grande motivation. C'est un truc de fou. Et je continue simplement, je garde mon style, ce que je sais faire. J'ai une clientèle et j'ai encore des belles années devant moi. D'accord. Quel est l'album qui t'a jamais quitté? Celui d'une certaine manière que tu as toujours gardé dans tes bacs? Alors toujours, c'est pas spécialement dansant parce que j'écoute pas que de la musique dansante. Moi, je suis un fan de Toto, du groupe Toto, et j'ai toujours 2 titres qui me suivent de Toto et ils me suivront toujours jusqu'à temps que le cercueil arrive jusqu'à l'hôtel. Ça, c'est décidé comme ça. Donc c'est le groupe Toto. Et c'est vrai que Toto, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des musiciens de studio à la base, hein. Exactement, bravo. C'est des musiciens de studio. Steve Lukather, le guitariste, un musicien de studio. Même les Porcaro, parce qu'ils sont 3 Porcaro. Et même un des Porcaro a travaillé avec Michael Jackson, ce qui Steve. Et Beat It, par exemple. Beat It, c'est la rythmique, c'est avec Steve Lukather, le guitariste qui a participé à Beat It, Michael Jackson. Mais c'était des musiciens de studio avant tout. C'est ça. Tout à fait. Ton film préféré, celui qui t'a marqué le plus? Alors, il m'a marqué, mais je peux le regarder 160 000 fois, c'est les Blues Brothers. Ah Les oui. Blues Brothers, je sais pas pourquoi, c'est un film qui m'a marqué. Parce que peut-être que j'ai regardé à un moment de ma vie où j'avais peut-être, je sais pas, un coup de bas, et il m'a vendu du rêve, je me suis retrouvé dans ce genre de film. Les Blues Brothers, c'est sorti fin des années, début 80, je crois. En fait, il y a toute la quintessence musicale, hein, dans les blues. Ah oui, c'est le blues, le film Les Blues Brothers, c'est comme une comédie musicale. Il y a de l'aventure, il y a un suspense, il y a des rires, il y a de l'émotion, il y a une moralité dans ce film. Et puis c'est lié à la musique. Moi, je suis musicien de base. Moi, je suis batteur. Je voulais être batteur professionnel et la vie m'a amené à être animateur. Je suis animateur disque jockey, un peu par accident, mais ça a pris le dessus. Mais moi, c'est avant tout, je suis musicien. Voilà. Alors, on termine avec la dernière question, la question des marqueurs, la question marqueur des experts, celle que vous attendez tous, comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Daniel? Alors, très bien. Vraiment très bien. Je voulais te le dire au fil de la discussion parce que tu ne coupes pas la parole, tu laisses parler. Alors moi, je suis un grand bavard. Faut pas. Il y a des sujets, je peux te tenir pendant 2 heures. Mais franchement, très bien parce que tu écoutes et tu poses des questions constructives et intelligentes. Et ça fait vraiment plaisir d'être interviewé par une personne comme toi. Vraiment.
Merci Daniel. Alors comment on peut effectivement continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos dans les experts et qu'on a envie de continuer la discussion avec toi? Alors moi, vous tapez, il y a plusieurs possibilités. Hein. J'ai un site qui s'appelle SOS DJ Pro parce que j'aide des gens à trouver un DJ de dernière minute si leur DJ initial les a plantés. Moi, je suis un peu l'abbé Pierre du métier de DJ. Hein. Et sur ma page Facebook, vous tapez Daniel Rennes, vous êtes tombé, et puis voilà, vous allez sur Messenger, Daniel Rennes. Impeccable. En tout cas, je te remercie Daniel, ça a été super de parler effectivement du métier de disc jockey. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Le généraliste, celui qu'on a un peu oublié, mais peut-être un peu oublié trop vite parce que c'est vrai que l'animation, le public, il adore ça. Les slows, les séries tendres et sentimentales, il en redemande. Donc, je pense que il a encore effectivement de bonnes vies devant lui, ce métier de disc jockey généraliste. Et il se pourrait que quelque part, les patrons de boîte, quand ils vont écouter cette interview, que peut-être qu'ils redemandent des généralistes. Mais ils comprendront, ils se retrouveront dans tout ce que j'ai pu dire, c'est évident, travailler à l'ancienne. Maintenant, ce que je pourrais dire aux jeunes, si je peux dire le dernier mot de la fin, pour les jeunes qui veulent, il y a encore des belles années sur le métier de DJ, mais faites pas n'importe quoi, restez vous-même, il y a du boulot, très bien payé, à condition que vous soyez consciencieux, professionnel, naturel. Faites pas le cinéma de tordre des coudes avec les potards brûlants pour vous donner une contenance. C'est pas ça le métier. Ça, c'est pas ça. Le métier, c'est d'être proche des gens, à l'écoute, aimer la musique, toutes les musiques. Si on est généraliste, on doit aussi bien aimer le musette, comme on doit aimer toute l'historique de la musique. On doit connaître la musique et non pas qu'un titre. Ah, je l'aime bien, celui-là, je vais le mettre samedi prochain. Non. On met de la musique pour ceux qui sont sur la piste, pas pour nous. On doit avoir une bonne culture musicale, c'est clair. Ça sera le mot de la fin. Si vous aussi, vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez effectivement laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grandir le podcast et donc le faire avoir un meilleur classement sur Apple. Et puis en même temps, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et je vous dis à demain ou à très bientôt avec un nouvel invité. Merci de votre confiance et merci de votre fidélité. Merci à toi aussi, Daniel. Merci Philippe, au plaisir. Merci à tous.